Comment faire pour accueillir de nouveaux espaces de vie dans une ville sans grignoter les terres agricoles et forestières alentour? Build in my backyard, BIMBY, un concept qui a attiré notre attention et qui présente aujourd'hui une alternative à l'étalement urbain. Sylvain Grisot a rencontré Stéphane Honoré, chef de projet Action Cœur de Ville à la ville de Périgueux. Il y a maintenant 4 ans, cette dernière s'est lancée dans une démarche de BIMBY avec l'agence Ville Vivante. Dans ce podcast, il revient sur les projets qui ont vu le jour et la feuille de route de ces expérimentations. Bonne écoute. Une ville en pleine expansion. Les transitions à mener s'accumulent, l'énergie, l'agriculture, les mobilités. Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle? C'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et les questions d'étalement urbain. On a privilégié la machine, la matière et l'énergie par rapport à l'être humain. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. And then perhaps the defining trend of the 21st century is population growth. On a une responsabilité sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec va permettre la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Des projets d'urbanisme qui sont indispensables du fait d'une circulation toujours plus intense. Ce plan est un plan que le public notait peut venir voir. Il s'agit du plan de sauvegarde dedans. Si on est une grande part du problème, on est forcément une grande part de la solution. On va peut-être couler moins de béton et miser plus sur l'intelligence et finalement changer de matière grise. Bonjour, je suis Sylvain Grisot, urbaniste fondateur de Dixit.net et aujourd'hui je reçois Stéphane Honoré qui est chef de projet Action Cœur de Ville à la ville de Périgueux. Alors il y a maintenant 4 ans, la ville de Périgueux s'est lancée dans une démarche de BIMBY avec l'agence Ville Vivante. On va expliquer tout ça. Et Stéphane, peut-être qu'il faudrait que vous commenciez, avant de nous raconter comment s'est déroulée cette expérimentation quelque part, que vous nous expliquiez ce que c'est le BIMBY. Bonjour, donc effectivement, le BIMBY, c'est une démarche de densification douce qui permet de développer une offre nouvelle d'habitat, en l'occurrence nous, en ville de Périgueux, une ville de 30 000 habitants, donc dans un tissu déjà largement urbanisé. Donc ce qui nous a permis d'avoir des propositions sur une nouvelle offre d'habitat à faire auprès des habitants de la ville, mais aussi ceux qui souhaitaient s'installer chez nous. Alors c'est un concept, en tout cas à l'époque, sur lequel il y avait peu de retours d'expérience. Donc il y a le NIMBY en fait, Not in my backyard, c'est ces mouvements d'opposition, donc la déclinaison anglo-saxonne des mouvements d'opposition à la densification urbaine. Et là c'est l'inverse, c'est le Build in my backyard, c'est construit dans mon jardin. Donc quand vous dites densification douce, on est dans cette idée de poser des maisons à côté de maisons déjà là, dans des tissus pavillonnaires, d'anciens lotissements ou autres, en tout cas des espaces déjà construits et plutôt résidentiels sur lesquels on vient rajouter des maisons, mais pas que en fait. Il y a toute une... Quand on parle de densification douce, c'est quoi par exemple? Alors, effectivement, il y a vraiment plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter. Pour nous, c'est vrai que l'image première qu'on peut se faire, c'est la construction dans le fond d'un jardin déjà existant. Donc, on a un pavillon déjà posé sur son jardin. On vient ajouter un pavillon ou une maison supplémentaire. Mais ça peut être aussi l'extension d'un bien existant pour permettre, par exemple, à une famille qui est sur Périgueux, qui souhaite s'agrandir, de pouvoir rester dans son habitat actuel sur la commune avec une offre qui correspond à ses attentes. Ça permet aussi parfois faire un petit investissement locatif, c'est-à-dire par exemple une création de petits studios dans un jardin qui permet de recevoir soit des jeunes travailleurs, soit des étudiants et de compléter ainsi un revenu, voire également de pouvoir réinvestir dans son logement existant pour le mettre aux normes, que ce soit accessibilité pour certains, notamment pour des personnes vieillissantes, mais aussi aux normes de tout ce qui relève de la rénovation thermique qui est assez à la mode en ce moment. On peut être aussi sur des terrains encore assez vastes, donc ce qui est relativement rare sur Périgueux, mais qui existe quand même, où on se retrouve avec des opérations d'ensemble. On va créer cette fois plusieurs parcelles, type ce qu'on appelle les lotissements qu'on peut retrouver dans les zones périurbaines. Et puis parfois aussi, on est sur de la remobilisation d'un parc déjà existant. Donc ça peut être des maisons ou des bâtiments qui avaient une vocation
en termes peut-être d'artisanat à une certaine époque, que l'on va complètement reconfigurer pour permettre la reconstitution d'une offre de logement voilà, dans un tissu qui est déjà urbanisé. Donc, on le voit bien derrière ce terme de densification douce ou de BIMBY, il y a cette idée un peu dominante, hein, qu'on est sur la division d'un terrain pour le vendre et la construction d'une nouvelle maison pour des voisins, hein. C'est un peu ce slogan de inviter des voisins à habiter dans son jardin. Mais pas que, il y a toute une diversité, on peut construire pour soi, pour des extensions, pour louer, pour avoir des revenus complémentaires, ou être dans des cas de changement d'usage, donc toute une palette finalement d'actions qui à chaque fois nécessite de travailler sur le tissu existant. Donc à la fois la parcelle et on va le voir sans doute en dialogue avec les voisins, parce que forcément, c'est des opérations qui sont extrêmement sensibles, elles sont dans un tissu habité. Alors, vous vous lancez donc, il y a quelques années, dans cette expérimentation. Je pense qu'il y avait un petit peu cette idée-là. Comment vous en tout cas, vous découvrez le concept de BIMBY, et qu'est-ce qui vous pousse et qu'est-ce qui pousse donc les élus, hein, de Périgueux à essayer ça? Alors l'occasion qui a fait pour nous qu'on s'est penché sur cette question, c'était la révision de notre PLU, communal, donc en 2015 où, exercice, habituellement, réalisé, c'est-à-dire qu'on commence à recenser, ce que nous avons en terrain, à bâtir, les zones potentiellement urbanisables pour, justement y définir des règles. Bon, on connaissait déjà cette tendance sur Périgueux, c'est-à-dire qu'on avait très peu de terrains, encore à urbaniser. C'est-à-dire que l'essentiel, de nos terrains faisait déjà l'objet d'une urbanisation. Il restait quelques terrains naturels, mais avec, 2 ou 3 agriculteurs. Et pour nous, il n'était pas concevable de, encore une fois, venir mordre sur ces terrains naturels pour accueillir de nouveaux habitants. D'où les bureaux d'études qui nous sont accompagnés sur cette démarche-là, nous ont lancé un petit peu sur cette réflexion et ce concept du BIMBY. Voilà, et donc les élus ont été un peu surpris, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui était encore assez novateur à l'époque, mais très vite, ils se sont un peu, je dirais, pris au jeu et ils se sont dit, pourquoi pas, tentons cette expérience. Et dans un premier temps, permettons déjà que les règles du jeu de notre règlement d'urbanisme soient compatibles avec ce type d'urbanisation. Donc c'est-à-dire que, voilà, qu'on puisse permettre à cette densification de pouvoir s'insérer dans notre règlement d'urbanisme. Donc et c'est là qu'il y a la mobilisation aujourd'hui des porteurs, hein, de ce concept-là qui est, donc l'agence Ville Vivante. Donc la première étape, c'est quand même au-delà d'aller, d'aller regarder le tissu urbain tel qu'il est, hein, finalement, de le regarder un peu différemment pour en chercher les fonciers invisibles, hein, ces bouts de terrain disponibles à droite et à gauche, ces bâtiments sous-occupés ou autres. C'est aussi, quoi qu'il en soit, adapter, changer la règle pour rendre possible les interventions sur ce tissu-là. La règle, c'est le plan local d'urbanisme. C'est donc la première étape. Ensuite, comment ça se passe quand on se lance dans cette expérimentation? Il y a donc un certain nombre de secteurs qui sont identifiés comme étant à potentiel. La règle est modifiée. Alors, peut-être nous expliquer un peu sur quels sont les éléments qui viennent rendre possible cette densification douce et ensuite les différentes étapes. Effectivement, le premier point, vous l'avez évoqué, c'est l'étude du potentiel. Donc là, on a eu un travail assez fin réalisé par le bureau d'études sur la taille des parcelles, leur constructibilité, et puis également un point un peu plus sociologique, c'est-à-dire qui habitait notamment ces maisons, de quelle génération ils étaient, ce qui permettait de voir qu'effectivement, on avait une large majorité de propriétaires au-delà de 60 ans, voire 70 ans, et du coup un potentiel de mutation dans les années à venir quand même relativement important. Donc un turnover qui s'annonçait sur ce type d'habitat. Une fois qu'on a réalisé ça, c'était de sonder des habitants. Donc on a réalisé avec le bureau d'études une centaine d'entretiens sur justement comment ces porteurs éventuels de projets pouvaient imaginer un projet BIMBY, d'extension ou de densification.
En dessinant ces projets, ça nous a permis de voir effectivement qu'il y avait des besoins en termes réglementaires qui, pour le moment, n'étaient pas, enfin, voilà, des besoins qui n'étaient pas compatibles avec le PLU existant. Donc, par exemple, un accès à une parcelle, à un fond de parcelle, sachant qu'il y a une obligation, par exemple, d'avoir un accès véhicule. Ça interdisait la construction d'une seconde maison si cet accès véhicule n'était pas possible. Donc, on a trouvé des moyens de déroger à cette règle. En tout cas, on a perçu le besoin. Et puis, les règles de prospect, les règles de limite de parcelle, construction par rapport aux limites, avec effectivement le lien très, très important à prendre en compte, le lien avec les riverains. Donc ça, ce travail-là d'analyse a été très, très important pour nous guider ensuite dans la rédaction de notre nouveau PLU. Alors, le PLU étant adapté, rendu compatible en tout cas avec la démarche, ensuite on rentre dans le dur quelque part, dans le cœur du sujet. Comment ça se passe? Il y a quand même je veux dire, par rapport à une étude urbaine traditionnelle, il se passe des choses un petit peu exceptionnelles à Périgueux, pour pousser à cette démarche, pour rendre possible tout ça. Déjà, on est peut-être se le dire aussi dans une expérimentation qui est très centrée sur une logique de résultat. C'est-à-dire très tôt, on se donne des objectifs. Voilà, on parle de chiffres, de résultats, d'accomplissements, etc. Donc il y a quelque part, au-delà d'une obligation de moyens, on se donne collectivement une obligation de résultat. Il faut que ça avance en nombre de projets. Comment ça se traduit tout ça? Alors effectivement, on a très vite réfléchi avec le bureau d'études sur la mise en place d'un suivi accompagnement des porteurs de projets, c'est-à-dire que au-delà de venir leur coucher une idée ou un rêve sur un bout de papier, c'était derrière de comment enchaîner et les accompagner pour qu'ils puissent vraiment passer à l'acte. Du coup, il y a tout un volet ingénierie qui se met en place avec un accompagnement assez global des porteurs de projets, sur lequel effectivement on a réfléchi à un calibrage de cet accompagnement. C'est-à-dire, comme vous le dites, on a émis tout de suite des objectifs chiffrés, alors qui nous semblaient bien sûr réalistes en termes de densification douce. Donc sur Périgueux, par exemple, dans un premier temps, on était parti sur 30 à 40 projets de densification douce par année. Voilà. Donc des projets, ce qu'on appelle scorés, c'est-à-dire chez nous, dans notre jargon, avec le bureau d'études, c'était qu'on ait une autorisation d'urbanisme dûment validée, ce qui nous permettait d'acter le fait que voilà, on avait un projet qui était, alors pas forcément une maison sortie de terre, mais en tout cas un projet prêt à se réaliser. Une fois que ce calibrage a été fait, il y a eu tout un volet communication qui a été assez important pour faire connaître effectivement cette opération et l'accompagnement qu'on offrait aux habitants, parce que du coup, c'est totalement pris en charge par la collectivité. Et cet accompagnement, il allait on va dire, la pêche aux porteurs de projets, donc tout un volet communication, mais aussi présence sur les marchés hebdomadaires, par exemple, du porte-à-porte, des speed dating qu'on organisait entre propriétaires de fonciers urbanisés et porteurs de projets qui pouvaient être intéressés par ce foncier. Voilà, on a eu tout un tas de démarches qui nous ont permis de très vite faire monter le potentiel de projet à réaliser. Et derrière, oui. Et donc c'est important peut-être qu'on s'arrête là-dessus parce que je veux dire, on a quand même l'habitude en urbanisme à éventuellement changer la règle tous les 10 ans, on modifie le PLU et éventuellement on lâche des droits à construire. Et puis après, les fonctionnaires territoriaux attendent dans le bureau les dossiers de demande de permis de construire. Là, non seulement on n'attend pas les dossiers, mais on les accompagne. Hein, donc l'idée, et on va revenir sur cet accompagnement parce que c'est extrêmement mobilisateur, mais on va chercher les dossiers. C'est-à-dire qu'on va faire du porte-à-porte et on va donner envie aux uns et aux autres finalement de se lancer dans un projet de voilà, transformation de son chez-soi, hein, donc c'est pas juste acheter un extincteur ou changer sa cuisine, hein, ou mettre de l'isolant sous la toiture. C'est vraiment des projets structurants. Donc on va au contact, on va chercher, donner envie.
Et après, on accompagne. Alors, est-ce qu'on peut dire un peu ce que c'est cet accompagnement? Parce que donc là, on est sur un bureau d'études qui est financé uniquement par la collectivité, hein. Donc, on est sur une politique publique, hein, au même titre que la collectivité pourrait financer une ingénierie pour faire un nouveau lotissement périphérique. Mais là, au lieu d'investir dans des tuyaux et de l'enrober, on investit dans de l'intelligence, hein, dans de la matière grise, de façon à faire, quelque part, autant de logements. C'est 30-40 projets par an. Ça pourrait être des logements en périphérie, hein, toujours un peu plus loin avec tous les impacts, qu'on connaît. Non, ils seront dans la ville déjà là. Donc là, on a vraiment un investissement public pour des projets privés. Tout à fait. Donc là, cet accompagnement, effectivement, il est assez transversal, c'est-à-dire on y retrouve auprès du bureau d'études des compétences en matière d'architecture, évidemment, parce qu'il s'agit de dessiner avant tout un projet, notamment un projet qui rencontre un fort écho auprès des porteurs de projets. Mais ça mobilise aussi énormément de compétences réglementaires. Parce que voilà, il ne s'agit pas de seulement faire rêver les porteurs de projets, mais bien qu'ils se retrouvent avec quelque chose de réaliste et de réalisable. Il y a un travail de médiation qui est également fait. Alors, il y a plusieurs sortes de médiation. Il y a d'abord parfois une médiation familiale, c'est-à-dire qu'il faut que le projet fasse vraiment, je dirais, écho au sein d'un foyer. Donc, ça peut être une médiation parfois d'un couple, parfois entre les enfants et les parents. On s'est retrouvé avec pas mal de cas, par exemple, je prendrais que cet exemple sur des personnes âgées qui n'ont pas accès au crédit bancaire, où il y a une médiation qui a été mise en place avec les enfants pour pouvoir trouver une solution au financement de projets nouveaux, d'offres d'habitat nouveaux pour ces personnes âgées. Donc, il y a ce type de médiation. On a la médiation avec les riverains, qui est très importante, c'est-à-dire qu'une fois que le projet est dessiné, c'est quand même s'assurer qu'il y ait une bonne acceptabilité de ce projet auprès des riverains, qu'il ne soit pas rejeté ou qu'on se retrouve avec une levée de bouclier avec des maisons qui sont construites dans un jardin. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on passe pas du temps avec toute une famille pour développer un projet, avoir un permis de construire, ensuite on pose la pancarte sur la façade. Avant de déposer le permis, hein, quand on élabore le projet, non seulement on parle dans la famille, mais aussi avec le voisinage. Ça, c'est extrêmement important comme démarche. Et c'est fait par un tiers aussi. C'est-à-dire, c'est pas la mairie. C'est certes financé par la mairie, mais c'est pas la mairie qui fait. C'est pas non plus la famille concernée. On est donc aussi sur ce mode de médiation entre les propriétaires et la municipalité. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec... alors certes, évidemment que tous les projets BIMBY sont des projets compatibles avec notre règlement d'urbanisme qui ont fait l'objet d'une autorisation. Mais c'est vrai qu'habituellement, on va dire qu'une fois que l'autorisation est là, la mairie a fini de jouer son rôle. Le porteur de projet mène son projet à bien, gère s'il y a parfois des conflits au cours d'un chantier ou d'une installation. C'est lui qui se retrouve à gérer seul ce type de dossier. Là, du coup, on se retrouve avec un acteur tiers, un médiateur qui permet de gérer très en amont ce type de conflit. Par exemple, à partir du moment où les géomètres venaient pour délimiter, par exemple, de nouvelles parcelles sur les futures constructions, généralement, le prestataire se déplaçait à ce moment-là et c'était l'occasion... Très vite, voilà, les voisins soit passent la tête au-dessus de la haie, soit sont à la fenêtre, regardent ce qui se passe. Alerte. Voilà, exactement. Même avant qu'un panneau de permis de construire soit affiché, voilà, ils voyaient que ça bouge et ça permettait tout de suite déjà de nouer un premier contact, d'expliquer de quoi il s'agissait avant de se retrouver devant des levées de bouclier. Donc c'est pour ça que vu le nombre de dossiers qu'on a réalisés, on a eu très peu à faire à ce type de conflit. Voilà. Alors qu'on en rencontre quand même assez régulièrement sur n'importe quel dossier dès qu'il y a un permis de construire, surtout sur un tissu déjà urbanisé. Alors, et donc, la démarche, donc on en est au permis. Donc, le rôle de la collectivité est à la fois de missionner cette ingénierie mise à disposition des habitants, hein, mais in fine, elle se retrouve dans sa position, hein, d'attribuer ou pas d'ailleurs un permis de construire. Le rôle de la collectivité,
change dans ce cadre-là? Sans doute plus de volume de travail, certes, mais est-ce qu'il y a aussi un changement de rôle, alors que ce soit à la fois pour les techniciens de la municipalité, pour vous, ou pour les élus? Ouais, tout à fait, il y a un changement de rôle, c'est-à-dire que, notamment, il y a un lien très fort qui se crée entre le bureau d'études et le service instructeur des autorisations d'urbanisme, où on se retrouve plus au niveau de la mairie à un rôle de contrôle, je dirais, ou de validation a posteriori, mais bien dans un rôle aussi de co-construction. C'est-à-dire que quand on a pu voir justement une construction en limite de parcelle pouvait poser des questions de conflit de voisinage pour des ombres portées, par exemple, des choses comme ça. On a notre service urbaniste qui s'est posé là en matière en expertise en proposant des solutions alternatives qui pouvaient permettre justement de mettre un peu d'huile dans les rouages et faire passer ces dossiers. On va dire qu'en temps normal, c'est pas un rôle, c'est un rôle, je dirais qu'on joue, mais plutôt de manière informelle. Là, du coup, ça devenait, dans cette démarche BIMBY, systématique. Donc voilà, ce lien, je dirais presque quasiment de binôme entre ce service instructeur et le bureau d'études a été très, très important pour dénouer les situations un peu compliquées qu'on a pu rencontrer en matière réglementaire, notamment. Est-ce que pour autant, au-delà d'une question de charge de travail, avec votre casquette mairie, vous auriez pu jouer ce rôle terrain et de médiation qui est joué aujourd'hui par le bureau d'études? Est-ce que pour vous, avoir un tiers dans le système, c'est un élément facilitant au-delà une fois de plus, hein, de la question de la charge de travail? Alors, sur certains aspects, notamment sur les aspects de règlement d'urbanisme, oui, c'est envisageable. Après, effectivement, il y a toujours une question de moyens qui est posée derrière, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut du personnel et du temps à consacrer au dossier. Après, sur des éléments de médiation que j'évoquais tout à l'heure, par exemple les médiations intrafamiliales, voire les médiations entre riverains, là, c'est beaucoup plus délicat pour une collectivité d'intervenir. Déjà, bon, effectivement, on a un devoir de neutralité, et puis parfois, c'est mettre aussi le doigt dans des situations où il nous est assez compliqué comme collectivité de se positionner, clairement. Donc voilà, on peut pas prendre fait et cause pour un tiers plutôt que pour un autre, même si on est toujours garant du droit de l'urbanisme. Voilà, il y a des situations pour lesquelles il est assez délicat pour nous de venir mettre notre nez, je dirais. Alors entendu. Et la démarche, donc là on est au permis, ne s'arrête pas tout à fait là, hein, même si après à chacun de se débrouiller, hein, pour réaliser ses travaux ou autre. Alors pas tout à fait, hein, il y a aussi un travail qui est fait localement pour animer l'écosystème local, pour finalement que tout ça se passe bien. Vous pouvez nous raconter ça? Tout à fait. Donc, par exemple, il y a un lien, une fois que le permis est déposé, effectivement, l'accompagnement se poursuit, c'est-à-dire que le bureau d'études est aussi très en lien avec tous les professionnels locaux de l'acte de bâtir. Donc, ça va des notaires, géomètres, architectes, maîtres d'œuvre, mais aussi tout le tissu artisanal local. Ce qui permet derrière de proposer ce lien donc pour des porteurs de projets qui sont un petit peu dans le flou quand ils se retrouvent face à ce type de professionnels. Du coup, ils sont accompagnés, c'est-à-dire qu'on peut analyser des devis, par exemple. Donc, ça peut être des devis d'artisans, voir si on est sur quelque chose de réaliste, avoir un avis expert sur les solutions constructives aussi qui sont proposées. Donc, est-ce qu'une ossature bois n'est pas plus intéressante pour telle extension qu'une extension classique en maçonnerie? Là aussi, avec toujours le souci aussi d'avoir quelque chose qui permette d'atténuer les nuisances que pourraient avoir les voisins, par exemple. En tout cas, une meilleure intégration environnementale des extensions, des constructions nouvelles. Ensuite, il y a une fois que les chantiers sont en cours, même si le bureau d'études n'a pas du tout le rôle de maîtrise d'œuvre, il y a quand même toujours un lien qui est conservé, et aussi parfois une médiation sur par exemple des retards de chantier. On essaye d'outiller les porteurs de projets pour qu'ils puissent poser les bonnes questions professionnelles, savoir se renseigner sur ce qui se passe, parfois les informer que parfois ils sont interrogatifs sur les délais de réalisation. Ça permet aussi de jouer un peu ce rôle de médiation, de dire
peut avoir du retard, surtout en ce moment, sur les livraisons de certains matériaux. On a aussi des périodes plus ou moins propices à certains types de chantiers. Donc voilà, il y a ce rôle assez important qui est réalisé et qui permet aussi de ne pas lâcher du jour au lendemain le porteur de projet dans la nature. Parce qu'on s'est aperçu que parfois aussi, il y a ce type de situation. Donc, par exemple, des entreprises qui faisaient faillite ou des maîtres d'œuvre qui suivaient assez peu leur chantier. Ça pouvait être des causes d'abandon de certains projets de la part de porteurs de projets. Donc là, il y avait cet appui-là qui était relativement bien apprécié des habitants. Donc tout un travail de suivi, d'accompagnement, enfin donner envie, tenir la main, voilà, la médiation, la définition du projet. Enfin, on est loin de se limiter à un acte d'architecture, même si évidemment c'est aussi le cœur du sujet ou une autorisation administrative. C'est vraiment un accompagnement global des projets. Alors donc tout ça a démarré il y a 4 ans. Enfin le tout début, vous êtes à un point là d'articulation qui est important. C'est aussi l'occasion de faire une forme de bilan. Tout ça est suivi, évalué, hein, on continue. Donc où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'ont donné ces 4 ans de travaux sur Périgueux? Alors, aujourd'hui, effectivement, on est à un point où déjà on peut dresser des bilans, je dirais, affermis de cette expérimentation. Aujourd'hui, on en est à près de 580 projets imaginés, c'est-à-dire à un moment, on a un porteur de projet, en tout cas un habitant qui est venu rencontrer les services du bureau d'études pour voilà, mettre sur le dessin et sur papier une idée d'extension, de construction nouvelle. Pour une partie d'entre elles, ça reste à l'état d'idée, c'est-à-dire que c'est des dessins qui dorment dans des tiroirs depuis quelques années. Et puis, pour une bonne moitié d'entre elles, ce sont des dossiers qui ont continué à évoluer. Donc, certains sont encore en cours d'étude, c'est-à-dire qu'on a les porteurs de projets voilà, souhaitent une pièce supplémentaire ou souhaitent revoir le procédé constructif. Donc, voilà, ils sont toujours en phase de réflexion plutôt, je dirais, amont. Et puis, d'autres qui sont là relativement bien avancés. Donc, c'est des dossiers où on en est bien sûr au stade permis de construire. En termes de réalisation, on est sur 250 projets validés. C'est-à-dire, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ont fait l'objet chez nous d'une autorisation auprès de notre service urbanisme. Donc, permis de construire, déclaration préalable, déclaration pour une division parcellaire. Donc, pour nous, ça, ce sont des dossiers validés purs. Ensuite, si on va dans le détail de ces 250 dossiers, on a exactement 112 projets qui sont construits ou en cours de construction, avec exactement 50 logements construits. Voilà. Donc 62 en cours de chantier. Là, vous parlez, quand on parle de projet, on parle de logement, mais il y a aussi des extensions ou autres, où on est systématiquement que sur des logements pour qu'on comprenne bien Alors, on le parle schéma? bien en logement, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des dossiers d'extension dans les réalisations, mais on les comptabilise qu'à partir du moment où on considère qu'on a vraiment une offre nouvelle de logement. D'accord. C'est-à-dire si c'est simplement quelqu'un, je prends le cas extrême, qui est venu pour une véranda, voilà, c'est un dossier qu'on considère, qu'on comptabilise comme accompagné, mais qu'on ne comptabilise pas comme une offre nouvelle de logement. D'accord, ça veut dire qu'on a, enfin, je veux dire, on a dans les tuyaux, hein, 250 logements, Tout à fait. euh, 112 qui iront au bout, quoi qu'il arrive, hein, le chantier a démarré, donc on ira au bout, 50 déjà réalisés. Rien que ces 112-là dont on est sûr, même si on voit bien que ça prend du temps de faire la ville, hein, il faut un peu du temps pour réaliser tout ça, et c'est bien légitime. 4 ans, c'est très court, hein, dans ce type de projet-là. 112 logements, c'est globalement 5 hectares de lotissement en périphérie de Périgueux qui ont été épargnés et qui vont nous permettre de nous nourrir pendant quelques siècles encore. Donc on est aussi derrière sur un investissement important, hein, en termes d'ingénierie. C'est un vrai choix pour la municipalité d'investir, hein, sur cette présence, dont on voit bien qu'elle
elle a besoin d'être massive, importante, hein. C'est quitte à faire les marchés ou autre, enfin, ça fait aussi partie du jeu, quelque part, de créer un événement autour de cette démarche. Je crois que c'est un aspect aussi important et un savoir-faire d'ailleurs qui a été développé par cette équipe. Mais c'est aussi une offre alternative à ces lotissements-là. Alors, on est à un point d'étape, hein, sur lequel va y avoir une inflexion là, importante sur l'action qui est menée. Est-ce qu'on peut se faire un petit bilan aujourd'hui? Est-ce que vous sauriez nous dire comment ça a été vécu, compris, ou pas compris d'ailleurs, hein, à la fois par vous, techniciens, mais aussi les habitants et les élus de la commune? Alors, je dirais un bilan en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu beaucoup d'expectatives, bien sûr, sur cette expérimentation, donc, qui par définition était sur quelque chose d'assez nouveau et en tout cas pas culturellement très connu sur notre territoire. Donc, expectative que ce soit des porteurs de projets, même s'ils ont répondu présent lors de nos premiers entretiens. Expectative de la part de nos élus malgré tout, c'est-à-dire on savait bien qu'on partait sur une expérimentation, mais comme vous l'avez dit, on a très vite voulu mettre aussi des jalons chiffrés parce pour nous, ça restait vague. C'est aussi cette raison qui a fait qu'on a voulu très vite avoir des données chiffrées, des objectifs quantitatifs à remplir. Expectative auprès des professionnels, pour qui clairement la ville de Périgueux n'était plus un territoire ou un marché, si je peux m'exprimer ainsi, pour eux. C'est-à-dire que voilà, c'était en périphérie que ça se passait, l'extension urbaine, pas à Périgueux. Donc clairement, le travail pour eux se passait pas chez nous, pardon. Du coup, ils s'interrogeaient pas mal sur le devenir de ce type de dispositif. Et puis, la mayonnaise a pris finalement. Donc, au fur et à mesure que les résultats tombaient, j'ai envie de dire tout l'ensemble de ces acteurs, habitants, élus, et puis professionnels, mais aussi techniciens, se sont aperçus de la pertinence de cette démarche-là. Après, il reste quand même effectivement des questions qui peuvent se soulever, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on urbanise en ville, et qu'en ce moment, il y a des enjeux très forts, notamment au niveau de la renaturation et puis de garder des espaces justement libres ou des espaces en pleine terre, ça peut poser question. Après, c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, si on prend un bilan global sur l'urbanisation qui a pu être réalisée en densification douce, comparé à une urbanisation du même type qui aurait été réalisée en périphérie, voilà, on est clairement sur un bilan, je dirais écologique, en tout cas en matière de développement durable, qui est largement satisfaisant. Ensuite, non, oui, voilà. Non, mais c'est déjà bien. Alors, c'était une expérimentation pour vous, pour un peu tout le monde, quand même aussi, en tout cas à cette échelle-là. Est-ce que, pour celles et ceux, hein, qui auraient envie de se lancer, donc évidemment, plutôt les collectivités, hein, vous pouvez pas faire ça chez vous. Quoique, finalement, et si c'était à refaire, qu'est-ce qui vous a paru essentiel? Ce que vous referez pour le coup, qui était peut-être pas évident, ce que vous referez pas aussi, hein, les erreurs à éviter et quelque part quelques conseils à donner à celles et ceux qui ont envie de se lancer? Alors, effectivement, déjà le premier conseil, enfin, nous, presque tout est à garder dans cette expérience. Elle est largement positive, pas seulement par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, mais ne serait-ce que tout le processus et aussi je dirais les nouvelles habitudes de travail qui ont pu être mises en place. Quand on regarde auprès des habitants, Bimby, c'était un concept totalement flou. On se demandait d'ailleurs ce que c'était que cet acronyme. Aujourd'hui, si vous prononcez Bimby dans la rue à Périgueux, je ne vais pas dire que tout le monde se retourne et c'est ce que c'est, mais il y a quand même c'est devenu, dans le langage courant, en tout cas localement, quelque chose qui parle. Donc déjà, ça, c'est quand même une victoire, c'est-à-dire que ce concept de densification, finalement, dans un laps de temps assez court, il a réussi à se populariser quand même de manière relativement importante. Ensuite, s'il y avait des choses à refaire, oui, la communication qui a été mise en place, qui était
qui nous a dépoussiéré pas mal, nous, en termes de communication institutionnelle, ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, ce que je vous disais, les speed dating, les présences sur le marché, le porte-à-porte, voilà, les entretiens avec les habitants qui ont lieu grâce au bureau d'études. C'est une manière qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'expérimenter. C'est-à-dire que nous, voilà, on a une communication institutionnelle qui est bien rodée, des mises en place de réunions publiques, des choses comme ça, mais on voit très vite quand même qu'on atteint certaines limites sur ce type d'exercice. Là, ça a permis vraiment de dépoussiérer pas mal de choses et d'avoir une audience relativement importante sur cette opération. Donc ça, franchement, c'est pour moi un point fort et à mettre en avant pour notamment susciter l'adhésion des habitants, mais aussi finalement derrière, on voit l'adhésion des partenaires et des élus. Parce que voilà, une fois qu'on voit que les habitants répondent présents, forcément derrière, les élus s'en trouvent plutôt satisfaits. Après, sur l'autre point qui est aussi très important sur ce type d'opération, c'est bien sûr d'avoir une impulsion politique forte sur ces éléments, parce que comme on l'a dit, il y a une forte implication en termes de communication, d'une part, donc forcément, si la collectivité n'est pas impliquée, il y a un impact qui s'en trouve amoindri, mais aussi en termes de configuration et de fonctionnement interne. C'est-à-dire l'implication, par exemple, du service urbanisme, là aussi, ça pose des questions de moyens. Si derrière, on n'a pas une implication politique forte en faveur de dispositifs et un calibrage des moyens existants qui sont insuffisants, forcément, à un moment donné dans le processus, on risque de se retrouver sur des éléments qui grippent et qui viennent freiner la mise en place de cette expérimentation. Donc ça, ce sont des éléments forts. Et puis après, il y a là où je pense qu'il y a un travail encore culturel à faire, c'est sur le concept de densification douce, notamment en tissu urbain. Et effectivement, cette peur que l'on peut avoir par rapport aux enjeux actuels de renaturation. Voilà, montrer qu'il y a un équilibre peut-être à rechercher entre cette densification et le maintien d'espaces notamment de verdure ou d'espaces, je dirais entre guillemets, naturels en ville. Et ça, c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire comprendre. Et voilà, et là aussi, il y a un équilibre à trouver auprès de nos élus, mais aussi faire attention effectivement aux opérations que l'on sort pour que cet équilibre-là ne soit pas rompu et porte atteinte finalement au dispositif de densification in fine. Oui, c'est quand même, on voit bien qu'on est dans une démarche qui amène du changement. Alors dans vos pratiques d'ingénierie, dans les pratiques de communication, les pratiques de la collectivité, mais aussi dans la vie quotidienne. Et finalement, ne rien faire, tout figer, et donc laisser faire en périphérie. C'est aussi ce qu'on oublie, c'est que la densification ici permet d'éviter d'artificialiser plus loin et donc aussi de multiplier les mobilités automobiles entre les deux. Donc sur le bilan global, ça fait peu de doute, même s'il n'est pas nécessaire de construire tout, partout, tout le temps. Voilà, et donc trouver les moyens d'avancer bien, il faut avancer vite, finalement. 112, peut-être 250 logements en 4 ans, c'est pas rien. Non, c'est vraiment, et puis à l'échelle de Périgueux, c'est pas rien non plus. On est sur des opérations qui sont significatives, qui nécessitent un engagement important, et pour autant, il faut démontrer. C'est-à-dire, il faut s'engager et montrer par l'exemple, et donc par des bons exemples que ça marche, que c'est souhaitable, que non seulement on arrive à faire, mais surtout que c'est bien accepté et que c'est positif pour finalement l'ensemble de la communauté, en ayant aussi une forte attention à éviter les accidents, parce que toute erreur de parcours risque de bloquer le système. On est toujours là-dessus sur des démarches extrêmement sensibles, donc qui doivent sans doute pas être menées à la légère, sans doute pas à moitié, avec un engagement de tout le monde et surtout une attention très très vive à ces enjeux de dialogue entre les différentes parties prenantes
sur le devenir de la ville, au premier chef évidemment les citoyens. Alors on manquera pas, alors non seulement de mettre quelques liens sur des documents permettant aux auditeurs d'aller plus loin dans la démarche, mais on manquera pas surtout de continuer cette forme de débriefing de cette expérience-là à Périgueux qui est vraiment intéressante, et plus globalement de travailler sur le Bimby et d'autres méthodes de densification douce. Il y a un potentiel extrêmement important en France de création de logements, et pas nécessairement du collectif, y compris de création de maisons, dans le périurbain, dans les tissus résidentiels existants. C'est très clairement une des clés de l'urbanisme circulaire, donc on y sera à l'avenir encore attentif. Stéphane Honoré, on ne manquera pas de revenir vers vous pour approfondir ce retour d'expérience, et notamment on a hâte d'aller sur le terrain et de rencontrer des gens, des habitants qui sont lancés dans l'aventure pour qu'ils nous racontent de leur côté comment ça s'est passé. Merci beaucoup à vous, et puis, Merci à vous. Et puis bravo pour tout ce travail, et à très bientôt. Merci. Merci à Stéphane Honoré pour ses éclairages sur le Bimby et son application à Périgueux. Pour suivre d'autres projets et pionniers qui refont la ville, abonnez-vous à notre newsletter et suivez toutes nos publications sur le site dixit.net. À bientôt!